Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration détaillée. Aujourd'hui, on s'attaque à un document historique vraiment, d'une richesse exceptionnelle. Ouais, un texte incontournable. Exactement. Il s'agit du deuxième volume des Mémoires personnelles de Ulysses Grant. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de la réalité brute de la guerre de sécession. La réalité du terrain, oui. Loin des mythes. C'est ça. On ne va pas juste faire un récit chronologique ennuyeux. On va vraiment observer ce conflit à travers les yeux de son commandant suprême pour l'Union. On va parler des cauchemars logistiques, des coups de génie stratégiques et même de situations parfois totalement absurdes sur le champ de bataille. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Oh que oui. Bon, décortiquons tout cela. Parce que l'état dans lequel Grant trouve l'armée au tout début de ce texte, c'est pour le dire sobrement, au bord de l'effondrement total. Oui, le contexte de l'automne 1863 est d'une urgence absolue. Pour bien situer les événements, pour ceux qui nous écoutent, l'armée de l'Union vient de subir une grosse défaite. Elle est commandée par le général Rosecrans à ce moment-là, Mhm. et elle se retrouve littéralement assiégée dans la ville de Chattanooga, dans le Tennessee. Les troupes sont complètement bloquées. Encerclé. Ouais, encerclées par les forces confédérées qui tiennent toutes les hauteurs autour de la ville, et la situation alimentaire est catastrophique. Les soldats sont affamés. C'est le désastre éminent, quoi. Totalement. Et c'est dans ce climat que Grant est appelé pour prendre le commandement de la division militaire du Mississippi. Sachant que, et c'est un détail important, il se remet à peine d'une grave chute de cheval. Ah oui, il se déplace en béquille à ce moment-là. Exactement, en béquille. Et la passation de pouvoir illustre parfaitement la panique ambiante au niveau du gouvernement. Le texte décrit une rencontre organisée vraiment à la hâte, à Louisville, avec le secrétaire de la guerre, Edwin Stanton. Une rencontre assez mémorable d'ailleurs. Très mémorable. Stanton est tellement nerveux à l'idée de perdre une armée entière qu'il déambule frénétiquement dans sa chambre d'hôtel en robe de chambre. Il supplie presque Grant d'empêcher la retraite de Rosecrans par tous les moyens. En lisant ce passage, le contraste entre cette espèce de panique bureaucratique en robe de chambre et la dureté du terrain m'a vraiment frappé. C'est le jour et la nuit. Quand Grant arrive enfin à Chattanooga, après un voyage épuisant sur des chemins de montagne complètement défoncés par la pluie, la réalité dépasse de loin les pires rapports qu'il avait reçus. Ah oui, les conditions de survie sont misérables. Les soldats survivent avec ce qu'ils appellent, avec un cynisme très très noir, des demi-rations de pain dur et de bœuf séché sur pied. Du bœuf séché sur pied, l'expression est terrible. Elle est terrible parce que ça veut simplement dire que le bétail qui arrive jusqu'au camp est tellement affamé après le voyage qu'il n'y a littéralement plus de chair sur les os des animaux. C'est juste de la peau et des os. C'est ça. Et le paysage autour de la ville, c'est l'apocalypse. Grant note que les carcasses de 10 000 mules et chevaux jonchent les routes d'approvisionnement. 10 000. 10 000 bêtes mortes d'épuisement et de faim. Et il faut se dire qu'une armée privée de sa chaîne d'approvisionnement, ça cesse très vite d'être une force de combat. Ça devient juste une foule en sursis. Une foule affamée. Exactement. Et c'est là que l'ingénierie prend le pas sur la tactique pure. Pour éviter la famine, la priorité de Grant, c'est d'ouvrir une voie de ravitaillement. La fameuse ligne. Oui, l'opération que les soldats vont surnommer affectueusement la Cracker Line, la ligne des biscuits ou des crackers. Ouais. C'est vraiment un modèle d'audace. Ça impliquait de faire flotter silencieusement au cœur de la nuit une 60aine de bateaux-pontons sur la rivière Tennessee. Avec des soldats armés dedans. Une 30aine par embarcation, oui. Ils devaient se laisser glisser par le courant dans un silence total pour passer littéralement sous le nez des piquets de garde ennemis et sécuriser un point à Browns Ferry. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'armée confédérée se rend compte au petit matin qu'elle perd son emprise sur la vallée. Donc il lance une contre-attaque nocturne féroce. Pour reprendre la zone, oui. C'est ce qui déclenche la bataille de Wawachi. Et là, il faut vraiment s'imaginer la scène. Une nuit d'encre. La seule lumière vient des éclairs des tirs de mousquet. C'est un chaos total. Un vacarme assourdissant. Absolument. Et dans ce bruit, les mules de l'armée de l'Union, qui sont terrifiées par les détonations, cassent leurs cordes. Elles partent dans une débandade aveugle, droit vers les lignes confédérées. Les fameuses mules chargeuses. C'est ça. Les soldats sudistes n'y voient rien dans le noir. Ils entendent juste le martèlement de centaines de sabots qui approchent à toute vitesse. Ils ont cru à une charge de cavalerie. Ouais, ils sont persuadés de subir une charge massive de la cavalerie lourde de l'Union. Ils paniquent complètement et abandonnent leur position. Des mules terrifiées qui provoquent la déroute d'une ligne de front. C'est le genre de détail historique qui montre vraiment la part d'imprévisible dans la guerre. Ouais, ça montre bien le chaos des engagements nocturnes. Mais au-delà de ces moments de confusion,
Ce qui est frappant dans les mémoires de Grant, c'est aussi les moments d'humanité. Les moments où la guerre s'arrête un instant? Exactement. La frontière entre alliés et ennemis devenait parfois hyper poreuse. Les lignes étaient si proches que les soldats devaient partager les mêmes ressources. Comme le Chattanooga Creek, ce petit ruisseau où les piquets de garde des deux camps venaient puiser leur eau. Ah oui, la scène que Grant décrit là-dessus est surréaliste. Il perd faire une inspection de ses lignes à cheval, tout seul. Il arrive près du ruisseau et voit une sentinelle sur l'autre rive. Avec un uniforme bleu? C'est ça, un uniforme bleu, la couleur de l'Union. Mais en fait, c'était un soldat confédéré des troupes du général Longstreet, qui portait une nuance de bleu un peu spécifique. Grant se met à discuter tranquillement avec lui. En toute décontraction. Et le pire, c'est que les gardes confédérés le reconnaissent. Ils se mettent au garde-à-vous et crient « Sortez la garde pour le général commandant », avec le même protocole que si c'était leur propre général. C'est fascinant. Ils échangent des salutations respectueuses de part et d'autre de ce petit filet d'eau. Une fraternité absurde avant de retourner s'entretuer quelques heures plus tard. C'est le grand paradoxe des guerres civiles. Mais pendant que ces échanges courtois ont lieu au bord de l'eau, la machinerie de guerre s'organise en coulisses. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur du défi logistique que représentait la remise en état du chemin de fer. Une vraie transformation industrielle. Complètement. L'armée ne vit plus sur le pays en pillant les fermes. Elle devient une énorme entreprise de logistique mécanisée. Le général Dodge a eu cette tâche titanesque. En un temps record, ces hommes ont reconstruit 102 miles de voies ferrées et 182 ponts. 182 ponts? Oui, et dans un territoire hostile avec seulement des haches, des pelles et le bois de la forêt. C'est un effort colossal de travaux publics. L'armée s'est transformée en une société autonome. Des soldats fantassins sont devenus meuniers pour moudre le grain, d'autres forgerons ou bûcherons. Ils devaient tout improviser. Mais ce qui est fou dans le texte, c'est le décalage entre ce pragmatisme très froid sur le terrain et la crise de nerfs permanente du gouvernement. Pendant que Dodge construit ses ponts calmement, Washington est en panique totale. À la terreur de perdre une autre armée. Parce qu'il y a le général Burnside qui est assiégé plus au nord, à Knoxville, par les troupes de Longstreet. Lincoln n'en dormait plus. Non, Lincoln subissait une pression politique énorme. Il envoyait des télégrammes frénétiques à Grant, suppliant d'envoyer des renforts pour sauver Burnside de la destruction. Et l'ironie, c'est que Burnside, sur le terrain, était super zen. Il gérait très bien la situation. Ouais, il a mis en place une solution géniale. Il a fait tendre un grand barrage flottant en travers de la rivière Holston, juste pour récupérer des tonneaux de farine et de maïs que des citoyens fidèles à l'Union jetaient secrètement dans la rivière en amont. Les vivres flottaient jusqu'à la ville. Exactement. C'est l'ingéniosité locale contre l'anxiété de la bureaucratie lointaine. Et ça a permis à Burnside de tenir bon, ce qui a donné à Grant le temps de préparer la grande offensive pour briser le siège de Chattanooga. Les fameuses batailles de Chattanooga. Oui. Là, la topographie dicte tout. L'Union est dans la Quebec et les confédérés de Bragg dominent sur les crêtes, Lookout Mountain et Missionary Ridge. Grant élabore une stratégie en 3 temps. Sherman attaque le flanc droit. Hooker prend le flanc gauche sur la montagne. Et Thomas avance au centre. Voilà, et les descriptions de Grant sont incroyables. L'assaut de Hooker, c'est la bataille dans les nuages. Ah oui, la brume était tellement épaisse que Grant ne voyait rien depuis la vallée. Ils entendaient juste le bruit de l'artillerie dans le brouillard. C'est très cinématographique. Mais le vrai choc, le moment qui défie toute logique militaire, c'est l'assaut frontal sur Missionary Ridge par les hommes de Thomas. C'était pas du tout prévu comme ça, hein. Pas du tout. Le plan de Grant était très conservateur. Les troupes devaient juste prendre la première ligne de tranchée en bas de la colline et s'y arrêter. Juste pour faire diversion, en gros. C'est ça, pour attirer le feu ennemi. Les soldats prennent les tranchées, mais une fois dedans, ils réalisent que rester là, c'est du suicide. Ils sont exposés à un tir plongeant depuis le sommet. Là, ils prennent une décision incroyable. Grant raconte qu'il voit toute la ligne de l'Union bondir hors des tranchées et commencer à courir vers le sommet sous les balles. Sans aucun ordre. Exactement. Grant se tourne vers Thomas, un peu énervé, et lui demande qui a donné cet ordre d'attaque suicidaire. Thomas répond que c'est personne. L'élan venait des soldats eux-mêmes. L'instinct de survie pur. Et le pire, c'est que ça marche. Ils couraient tellement près des confédérés qu'ils reculaient que les artilleurs en haut ne pouvaient pas baisser leurs canons sans tirer sur leurs propres hommes. Un bouclier humain involontaire. C'est ça. Ils ont percé la ligne et gagné la bataille. Si l'on relie cela à la situation globale, cette victoire n'est pas seulement due au courage nordiste, elle vient aussi des erreurs monumentales du général Bragg en face. Il a fait n'importe quoi. Complètement. Il a péché par excès de confiance, croyant ses auteurs imprenables. Il a divisé ses forces, envoyé son meilleur corps d'armée loin au nord, et il a mis trop d'hommes en bas dans la plaine.
Grant dresse d'ailleurs un portrait psychologique de Bragg assez croustillant. Il le décrit comme brillant, mais avec un tempérament irascible, incapable de s'adapter. Un homme très rigide. Ouais, il raconte cette anecdote géniale. Avant la guerre civile, Bragg commandait un poste isolé et il était à la fois commandant de compagnie et quartier-maître. Il cumulait les deux postes. Ouais. Donc, en tant que commandant, il rédige une demande de fourniture. Puis il prend sa casquette de quartier-maître, éduit sa propre demande et la refuse formellement par écrit. C'est complètement fou. Attends, c'est pas fini. Il reprend son rôle de commandant et fait appel de son propre refus. Il s'est disputé par écrit avec lui-même pendant des jours. Son supérieur a fini par lui dire « Mon Dieu, monsieur Bragg, vous vous êtes querellé avec toute l'armée et maintenant vous vous querellez avec vous-même. Ah ça en dit long sur le personnage qui a perdu Chattatoga. Mais bon, suite à ce succès, la carrière de Grant explose. Il est promu lieutenant général. » Un grade qui n'avait pas été donné depuis George Washington. Exactement. Il prend le commandement suprême. Et c'est là qu'il rencontre le président Lincoln pour la première fois. Une rencontre marquante. Très. Lincoln fait preuve d'une grande humilité. Il avoue à Grant qu'il ne connaît rien à la guerre et qu'il ne veut pas interférer dans les tactiques. Il veut juste que l'armée agisse constamment. Lincoln a utilisé une métaphore très terrienne pour expliquer ça, très paysanne. Il a dit « Si on ne peut pas écorcher la bête, il faut lui tenir la jambe pendant que quelqu'un d'autre le fait. » C'est très imagé. Ouais, mais le concept militaire est clair. Si une armée ne peut pas détruire l'ennemi, elle doit le harceler en permanence pour l'empêcher d'envoyer des renforts ailleurs. Et c'est devenu la pierre angulaire de la grande stratégie de Grant. Avant ça, les armées de l'Union faisaient leur petite campagne chacune dans leur coin. Ce qui arrangeait bien les sudistes. Voilà, les confédérés utilisaient les trains pour déplacer leurs troupes d'un front à l'autre et éteindre les incendies. Grant arrête tout ça. Il impose une attaque simultanée partout. Meade vers Richmond, Sherman vers Atlanta, Banks vers Mobile. Une pression coordonnée pour briser les ressources du Sud. Sauf que, bon, l'exécution se heurte parfois à des généraux un peu, disons, incompétents, comme le général Butler. Ah, l'affaire de la bouteille. C'est ça. Butler devait menacer Richmond par le sud-est, mais il se retrouve bloqué dans une zone marécageuse, Bermuda Hundred. Une péninsule très étroite. Oui, l'ingénieur en chef, le général Barnard, dessine à croquis à Grant pour expliquer. Il dessine la presqu'île comme une bouteille, avec l'armée de Butler coincée dedans, et l'ennemi qui a juste mis un bouchon dans le goulot. L'image est tellement parlante que Grant l'a utilisée presque sans y penser dans son rapport officiel. Il a écrit très sérieusement que l'armée de Butler était embouteillée. La presse s'est emparée du mot, évidemment. Ça a fait les gros titres et Butler était furieux. Mais bon, ça décrivait parfaitement la réalité tactique. D'ailleurs, cette mention de la presse, ça amène à un autre sujet très moderne abordé par Grant, le secret militaire et les fuites dans les journaux. Un vrai cauchemar pour eux. Ah oui. Grant raconte une nuit où il discutait de ses plans secrets avec le général Meade autour d'un feu de camp. Un officier repère une ombre dans la pénombre, assise par terre en train de tout noter. Un espion a su ? Un journaliste. Un certain Swinton, qui se disait historien de la guerre. Il écoutait aux portes. Plus tard, le général Burnside était tellement exaspéré par les articles de ce type qu'il a ordonné de le fusiller. Rien que ça. Grant a dû intervenir pour empêcher l'exécution. Ça montre la tension autour de l'information, mais bon, la maîtrise de l'information n'est pas la seule évolution. Il y a aussi le changement radical dans l'utilisation de la cavalerie. Sous les ordres de Sheridan. Oui, Philippe Sheridan. Avant, la cavalerie servait juste d'escorte ou pour faire un peu de reconnaissance. Sheridan en fait une force de frappe dévastatrice. Des raids massifs derrière les lignes ennemies. Exactement. Le livre raconte un raid où les cavaliers contournent toute l'armée de Lee. Ils détruisent des voies ferrées, libèrent 400 prisonniers de l'Union et se retrouvent piégés près de Richmond. Le pont de la rivière Chickahominy était détruit. C'est ça, avec la cavalerie ennemie aux trousses. Et au lieu de se rendre, Sheridan divise ses hommes. Une moitié se bat à pied pour retenir les confédérés et l'autre moitié reconstruit un pont sous les balles avec le bois qu'il trouve autour. Sous un feu nourri, il traverse in extremis et s'échappe. C'est l'essence même de cette nouvelle guerre très dynamique. Et en parallèle, on a la fameuse marche de Sherman vers Atlanta. Une vraie leçon de patience opératique. Face à Sherman, il y a le général Johnstone, un expert de la défense. Il utilisait chaque colline pour se fortifier. Voilà.
Et Sherman sait que les nouvelles armes rendent les assauts frontaux suicidaires. Donc il utilise la manœuvre de contournement. Le flanking, Il décale son armée sur le côté à chaque fois pour menacer les voies ferrées derrière Johnston. un immense jeu du chat et de la souris. Johnston doit reculer, reculer encore, ce qui rend le gouvernement confédéré complètement fou de rage. Il voulait des batailles grandioses. Donc, il remplace Johnston par Hood, un général ultra agressif. C'était le rêve de Sherman. Ouais. Grant note avec ironie que dès que Hood prend le commandement, il sort de ses tranchées pour attaquer frontalement les lignes de l'Union. Un bain de sang pour les sudistes. Un désastre total. Et finalement, Atlanta tombe en septembre 1864. Un coup fatal à la Confédération. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Quand on lit tout ça, on comprend que cette guerre n'a pas été gagnée par la bravoure romantique ou les charges d'infanterie à l'ancienne. C'est l'ingénierie, la logistique, de survie comme la ligne des Crackers, et une stratégie globale implacable qui ont fait la différence. L'adaptation face au chaos. Et cela soulève une question importante qui est d'ailleurs la réflexion la plus audacieuse de Grant à la fin de son livre. Laquelle? Il soutient une thèse assez provocatrice. Il écrit que le Sud allait finalement tirer beaucoup plus de bénéfices de sa propre défaite militaire que le Nord de sa victoire. C'est très moderne comme réflexion pour l'époque. Totalement. Grant argumente que l'esclavage n'était pas juste une abomination morale, c'était un poison économique. Ça dégradait la valeur du travail humain, ça maintenait l'élite dans l'oisiveté et ça épuisait les sols agricoles. Parce que la main-d'œuvre asservie n'avait aucun intérêt à améliorer quoi que ce soit. Exactement. Et son constat va plus loin. Il affirme que si la guerre civile n'avait pas eu lieu ou si le Sud avait gagné, la société sudiste se serait effondrée de l'intérieur, de manière bien plus sanglante. Il pensait que les Blancs non propriétaires d'esclaves auraient fui la région à cause de la pauvreté. C'est ça. Et que la population asservie serait devenue démographiquement écrasante, ce qui aurait mené à des rébellions internes ultra-violentes. C'est une observation sociologique majeure de sa part. Et ça invite vraiment ceux qui nous écoutent à réfléchir. Parfois, un effondrement total, même imposé brutalement de l'extérieur, est le seul moyen de briser un système archaïque voué à sa propre destruction. Le chaos de la défaite qui force une modernisation que le système refusait de faire lui-même. C'est une pensée hyper puissante pour conclure cette analyse. Ça montre bien qu'au-delà des dates et des stratégies militaires, la vraie histoire se cache dans ces détails humains. Que ce soit les bateaux sur la rivière, les forgerons improvisés, ou 2 sentinelles ennemies qui discutent au bord de l'eau. C'est ce qui rend ces sources primaires si précieuses. Tout à fait. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui pour cette plongée au cœur de ces mémoires. Gardez cet esprit de curiosité et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de nos archives. À très bientôt!